Le CAC 40, l'indice parisien qui a retrouvé les 6500 points, plus de 4% de hausse en 4 séances. Est-ce qu'on assiste ou pas d'ailleurs à un énième rebond de l'indice parisien? Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Manifestement, les investisseurs, depuis la fin de la semaine dernière, depuis vendredi, veulent croire au signe d'un pic d'inflation qui serait peut-être derrière nous ou tout proche aux États-Unis. On a eu l'indicateur d'inflation PCE. Vous allez nous expliquer ce à quoi il correspond, ce à quoi ça correspond, qui est un petit peu ralenti entre mars et avril. On était à 6,6%, il est à 6,3%. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux, cet indice qui montre que peut-être, encore une fois, on a dépassé le point haut de l'inflation aux États-Unis? Oui, il faut le prendre au sérieux, mais ce n'est qu'une donnée. Elle est essentielle parce qu'elle est déterminante sur la politique monétaire que va suivre la Fédérale Réserve et sur l'ampleur du resserrement auquel on a débuté d'assister. Ben oui, parce qu'une inflation qui se calme enfin un petit peu, c'est peut-être l'espoir que la Fed n'ait pas la main trop lourde sur les taux. Oui, mais là, peut-être que le marché va trop vite en besogne. Ah. Il va trop vite en besogne parce que la Fédérale Réserve a enclenché un processus. Et ce processus, il a deux composantes. Il a les taux courts et puis il a la composante bilancielle. Et la composante bilancielle, c'est le retrait des liquidités sur les marchés. Et au fond, c'est probablement la principale composante qui explique la baisse des marchés mondiaux et américains en particulier depuis quelques semaines, voire quelques mois. Baisse de la taille du bilan qui n'a pas commencé aux États-Unis encore. Oui, mais c'est son anticipation. Et on le voit sur l'évolution. Il y a, au fond, dans un marché baissier, pour essayer de le caractériser, c'est le propos de notre rubrique du jour, il y a deux composantes. Il y a les conditions financières et les conditions macroéconomiques. Et les deux peuvent se combiner. Pour l'instant, ce qui a principalement joué, c'est l'évolution des conditions financières. On assiste à un resserrement des conditions financières aux États-Unis. Tu as vu des manifestations de cela au travers de quelques indicateurs que pourraient être, par exemple, les monnaies numériques comme le Bitcoin, qui ont commencé à baisser depuis la fin de l'année dernière. Et l'explication principale, c'est le resserrement des conditions financières, parce que tous les particuliers ou les institutionnels qui ont utilisé du levier financier pour investir dans ces actifs ont commencé à déboucler leur position. Donc pour en revenir à ta question sur l'inflation, oui, c'est important parce que ça quantifie probablement l'ampleur de ce que va faire la Fédérale Réserve. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elle va aller au-delà de ce qu'on appelle le taux d'équilibre? Le taux neutre, celui qui ni ne stimule ni ne pénalise l'activité. Voilà, c'est ça. Et à ce jour, le débat reste très ouvert. Il est vrai que les données qu'on a eues en fin de semaine dernière, tu as raison, ont plutôt donné du poids à ceux qui pensent que la Fédérale Réserve, et en plus il y a eu la publication des minutes de la Fédérale Réserve mercredi dernier, qui ont un peu enfoncé le flou et qui ont donné une indication qu'il y avait un certain flottement parmi le board des gouverneurs. Mais c'est encore trop tôt pour le dire. Est-ce que les marchés, à force qu'on parle tout le temps de la même chose, l'inflation, les taux d'intérêt, est-ce que les marchés n'ont pas pour partie intégré toutes les nouvelles négatives, toutes les mauvaises nouvelles, hein, quelque part? Parce qu'il faut dire qu'on avait quand même on a toujours trois facteurs de stress sur les marchés cette année. On a l'inflation, la géopolitique et la Chine. Et peut-être qu'on a des signaux enfin positifs sur le premier, peut-être un petit peu aussi sur la Chine qui se réouvre, non? Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Non, je suis absolument d'accord avec ça. Donc ces éléments-là se matérialisent depuis quelques jours. Mais de là à dire que tout a été, comment dirais-je, pricé, évalué par le marché, c'est pas le cas, parce que le paradoxe du mouvement de baisse auquel on a assisté sur les grands indices mondiaux, c'est qu'on a plutôt assisté à des révisions haussières sur les agrégats des entreprises. On a vu quelques profit warnings au moment de la publication des chiffres du premier trimestre, mais globalement... C'était quand même bon, hein, quasiment 80% des boîtes du Standard & Poor's 500 ont publié des résultats supérieurs aux attentes. C'est positif. C'est ce que je dis. Tout à fait. Donc il y avait une espèce de dissonance entre l'évolution des marchés et ces publications microéconomiques. La question qui se pose, c'est comment vont évoluer ces agrégats d'activité des entreprises sur la deuxième partie de l'année et plus encore sur 2023. Et là, le doute reste permis. Donc, tu as raison sur les grands facteurs que tu as mentionnés, l'inflation
la géopolitique et la Chine. La Chine. La Chine, bon, on peut en discuter. La géopolitique sur l'Ukraine, on s'inscrit quand même dans un conflit qui est probablement un conflit long, avec des possibilités de réaction du côté russe, notamment sur l'approvisionnement en gaz de la zone européenne. Suppose, bon, évidemment, c'est pas une hypothèse que je souhaiterais, mais suppose que Vladimir Poutine décide de couper l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Donc c'est un risque qu'on doit quand même probabiliser. Ça aurait des conséquences non négligeables sur le cycle économique. Sachant qu'aujourd'hui, peut-être qu'on aura les Européens qui se mettront d'accord sur un embargo sur le pétrole, pour le coup, russe, oui, avec un pétrole qui est déjà remonté à $120. Donc on parlait de l'inflation qui se calmait un petit peu aux États-Unis, mais là, pour le coup, on est passé de 100 à $120 sur le pétrole. Et voilà, et c'est là où il y a des interactions compliquées, c'est qu'on a plutôt eu une pause relative sur l'évolution du pétrole avec ce qui se passait en Chine. La fermeture d'un certain nombre de grandes agglomérations chinoises à propos du zéro Covid, donc avec une baisse de l'activité, ce qui a entraîné une stabilisation des marchés des matières premières, et notamment pétrolières. Mais on pourrait supposer qu'avec une réouverture des grandes agglomérations chinoises, on est sur la deuxième partie de l'année 2022, une reprise forte de la demande de produits pétroliers et donc une seconde jambe de hausse sur le WTI ou sur le pétrole. Et donc là, ça réouvrirait la problématique inflationniste. Donc on est plutôt dans un équilibre précaire. Il faut plutôt en profiter d'une certaine façon dans une vision assez opportuniste. On peut avoir des stratégies d'investissement plutôt long terme sur le compartiment des valeurs cycliques, parce que ces valeurs cycliques ont subi cette anticipation récessive, notamment de récession bénéficiaire. Par contre, à mon avis, il faut rester prudent sur les valeurs qu'on qualifie de défensives ou qui ont été les stars de ces 10 dernières années et qui continuent aujourd'hui à avoir des ratios de valorisation élevés, même si elles ont baissé. Vous pensez à qui en particulier ? Je pense notamment, par exemple, prends les variations du jour. Tu vois, L'Oréal, par exemple, la variation du jour, tu as LVMH et L'Oréal qui sont en tête, et ces deux seules valeurs expliquent quasiment 50% de la variation de l'indice CAC du jour. Donc, c'est le rebond du luxe au global est lié à la réouverture de la Chine. Oui, voilà, bien sûr, ça s'explique. Mais peut-être que c'est des shorts qui se débouclent. Je ne suis pas sûr que les valorisations... c'est aussi ça qui est important dans le phénomène de baisse auquel on a assisté depuis le début de l'année, c'est qu'il a été essentiellement porté, pas que, mais essentiellement porté par des valeurs qui avaient des très gros ratios de valorisation, qui ont des très gros performeurs depuis le début de l'année. On peut mentionner le secteur du luxe, on peut mentionner certaines technos, et donc il faut rester prudent sur la baisse auquel on a assisté, parce qu'elle n'a pas été distribuée de manière équitable, si j'ose dire. Elle a été assez concentrée sur des très gros niveaux de valorisation. Donc, ce qui veut dire que globalement, le marché français, ou d'autres marchés d'ailleurs, conserve des valorisations qui sont sur des perspectives historiques, c'est-à-dire sur 15-20 ans, qui restent quand même relativement élevés. Donc on n'est pas sur des niveaux où on peut dire, c'est comme disent les anglo-saxons, c'est bargain, parce que on est sur des niveaux qu'on n'a jamais connus. Si on prend comme référence 2008, la crise de Lehman Brothers, on n'a pas retrouvé ces niveaux de valorisation, et donc c'est pour ça qu'il faut rester relativement prudent sur le rebond auquel on assiste depuis quelques jours. Qui pourrait faire pchit, à vous écouter. Oui, qui demande à être confirmé. Et on a mentionné dans des discussions les éléments qui pourraient le confirmer. Ces éléments, c'est l'action de la Fédérale Réserve. N'oublions pas la BCE. On a bien vu que depuis une quinzaine de jours, il y a une inflexion majeure qui est en train de s'opérer au niveau de la BCE. Et d'ailleurs, ça explique, tu auras noté depuis le rebond de l'euro. Voilà, absolument. J'avais noté. Tu vois, c'est ces éléments-là qui ont expliqué on est à combien? On est à 1,06, 1,07 sur l'euro, là? J'ai pas suivi depuis. On est à 1,0740. D'accord, ok. Donc tu vois, c'est un beau rebond par rapport, on a tapé en dessous de 1,03 il y a une dizaine de jours. Et l'explication principale vient
du mouvement auquel va procéder la BCE dès début juillet, oui. puisque Christine Lagarde dose de taux à venir juillet-septembre. Voilà, juillet-septembre. Donc c'est un changement majeur par rapport aux déclarations qui étaient encore tenues il y a quelques semaines. Donc oui, il y a bien une stabilisation sur le baril, sur le front de l'euro et donc sur la situation sanitaire en Chine, un conflit stabilisé d'une certaine façon ou qui s'inscrit dans le temps long à la frontière de l'Europe de l'Est, mais ça ne veut pas pour autant dire que le consensus des analystes sur les rentabilités à venir de la fin de 2022 et surtout 2023 intègre tous les éléments. Et donc je pense qu'il faut rester prudent sur notamment la séquence de publication de juillet qui, à mon avis, peut rester à risque. Et là, on pourrait avoir cette deuxième vague de baisse qui serait liée plus à une dégradation constatée par le consensus que l'on ne voit pas aujourd'hui. Donc le marché corrige un peu cette dissonance entre une forte variation à la baisse depuis le début de l'année et un consensus qui reste relativement élevé. Et c'est cet élément-là qu'il faut suivre sur les prochaines semaines, les prochains mois. Oui, on sera là pour en parler évidemment. Merci beaucoup. Bien sûr, David. Point de vue signé Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Merci Xavier. Salut. Bien, à bientôt. Salut.